Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre de la couverture médiatique du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, la Haute Autorité de la Communication a invité dans un communiqué rendu public les responsables des associations de presse et directeurs des organes de presse intéressés à lui fournir les listes des professionnels désignés avant le mardi 16 septembre prochain pour la délivrance des accréditations. À cet effet, interrogé sur le sujet, le président de l'URTELGI, Aboubacar Camara, soutient que la HAC est dans son rôle dans ce sens. Il affirme par ailleurs que des dispositions sont en train d'être prises au sein de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Vous l'entendrez dans un instant. Adabola Sekou chinois Camara a mis en place une technique peu connue et rare. Il s'agit de la production gratuite du gaz de cuisine à partir d'une fosse septique que l'homme, à partir de sa technique, a pu expérimenter. Sekou a bénéficié d'une formation adéquate en Chine, ce qui lui vaut son talent remarquable. Vous le verrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue à tous à la suite du communiqué de la Haute Autorité de la Communication sur la délivrance des accréditations des journalistes pour la couverture du référendum. Le président de l'URTELGI s'est exprimé sur le sujet. Aboubacar Camara soutient que la HAC est dans son rôle et que des dispositions sont en train d'être prises au sein de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée pour être dans les règles. L'engagement pour une bonne collaboration avec l'institution de régulation des médias est exprimé. Khadija Kabal a interrogé pour notre rédaction. Suivez. Le président de l'URTELGI, Union des radios et télévisions libres de Guinée, salue la démarche de la Haute Autorité de la Communication. Selon Aboubacar Camara, une centaine de journalistes seront déployés sur le terrain à travers le pays pour la couverture médiatique du scrutin référendaire. Effectivement, nous sommes arrivés à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez constaté, l'URTELGI, nous sommes en réunion, nous sommes en train de travailler dans ce sens, parce que nous avons vu déployer une centaine de journalistes à travers tout le pays par rapport à la couverture de ce scrutin référendaire. Par ailleurs, le président de l'URTELGI affirme que les journalistes et techniciens des médias choisis par leur rédaction n'ayant toujours pas obtenu leur carte professionnelle pourront avoir leurs accréditations dans les jours à venir. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, vous avez par exemple d'autres journalistes, certainement qui vont être choisis par leur rédaction, qui malheureusement n'ont pas encore leur carte de presse, pas parce que le média n'a pas donné les documents nécessaires, parce que justement l'étude n'a pas fini du côté, la commission n'a pas fini de travailler du côté de la HAC pour pouvoir diligenter cette mission. Mais là, la HAC nous a rassuré, tous les journalistes qui ont déjà un document au niveau de la HAC et qui se trouveraient dans cette situation, choisis par leur rédaction pour prendre part à la synergie, seront automatiquement dans un cas bien précis de diligence pour que ces personnes puissent recevoir leur carte professionnelle afin de faciliter leur accréditation. Pour la réussite de ce scrutin référendaire, la Haute Autorité de la Communication rappelle que seuls les détenteurs de la carte professionnelle seront en mesure de couvrir le scrutin. Pendant ce temps, l'URTELGI met tout en œuvre pour être dans l'esprit de l'institution de régulation des médias pour la réussite du référendum constitutionnel. Ouvrons le volet éducatif. Le syndicat national de l'enseignement franco-arabe de Guinée a animé une conférence de presse ce samedi à Conakry pour exprimer des préoccupations dans leur secteur. Ses membres informent l'opinion sur un certain nombre d'inquiétudes relatives à l'engagement des enseignants contractuels et les lauréats 2025 du franco-arabe pour le concours des prix d'année militaire. Fatou Kébé et Ansou Baïlo Baldé pour le compte rendu. Ces syndicalistes de l'enseignement franco-arabe émettent leurs préoccupations sur ce qu'ils appellent exclusion des lauréats du franco-arabe niveau 7e année au concours d'admission au Prytanée militaire pour 2025. Pourtant, le secteur a enregistré un taux de réussite satisfaisant au CEE de cette année, révèle Fantalamine Kalo, secrétaire chargée des questions féminines de la structure syndicale. Pour la session 2025, le nombre de candidats issus de l'enseignement franco-arabe à l'examen d'entrée en 7e année, CEE,
s'élève à 26 327 élèves. Le système réalise une réussite de 56,14%, soit au total 13 801 admis. Malgré ce chiffre considérable, ces enfants restent à ce jour exclus du concours d'admission aux Prytanées militaires de Guinée et de l'étranger. À cet effet, nous sollicitons humblement que les élèves du profil franco-arabe admis au CEE puissent être associés à ce concours dès la session 2025. Sur la même lancée, la question du traitement des dossiers des enseignants contractuels du franco-arabe a été abordée. Ces syndicalistes se disent lésés dans cette situation pour leur engagement à la fonction publique. Nous observons avec regret que moins de 2% de dossiers des enseignants contractuels franco-arabes ont été acceptés par l'État, contre plus de 80% pour ceux des enseignants du système général. Cette différence de traitement crée un sentiment d'injustice et fragilise la motivation de nombreux enseignants qui se consacrent pourtant avec abnégation à la formation de milliers d'élèves guinéens. Convié à cette conférence, Moustapha Souma, un responsable du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, a déclaré le soutien de sa structure aux acteurs du franco-arabe. Nous sommes là à leur côté pour leur apporter notre soutien, mais aussi notre solidarité et appeler le gouvernement à prendre compte de ce cri de cœur afin que tous les enfants de Guinée soient traités au même pied d'égalité. Le syndicat national de l'enseignement franco-arabe de Guinée ose espérer, après la formulation des doléances, que les choses vont connaître une nette amélioration au niveau du traitement des apprenants ainsi que des enseignants contractuels. Nouvelle technologie dans le secteur de l'éducation. De nos jours, le numérique prend de plus en plus de l'ampleur dans le système éducatif, un outil scientifique qui permet de faciliter les recherches pour les encadrants et les apprenants. Michel Yomba Wendono et Moussa Kamara sont allés à la rencontre d'un spécialiste. Suivi. Le numérique est devenu ces derniers temps un outil scientifique de compréhension facile des cours et de modernisation des systèmes éducatifs. Manzo Guipogi, responsable de la plateforme Mango Éducation, explique l'importance du numérique dans le secteur. Le numérique n'a pas de frontières. Quand je prends par exemple le cas de l'éducation, lorsqu'on dit intégrer le numérique dans l'éducation, il y a plusieurs volets qui font référence à ça. Le simple fait de numériser, autrement dit de saisir mes cours et de pouvoir les mettre en ligne dans une plateforme, là, j'intègre déjà le numérique dans l'éducation. Le premier avantage d'abord du numérique, c'est quoi? Ça démocratise le savoir. Aujourd'hui, l'enseignant n'est plus le seul détenteur du savoir. C'est-à-dire, je peux ne pas forcément aller à l'école et avoir tout le contenu que j'ai besoin. Cela ne veut pas dire que je ne dois plus aller à l'école. Malgré les avantages du numérique dans l'éducation, cet acteur évoque également des inconvénients qui peuvent être un danger pour les apprenants. Le téléphone, au lieu que ça devienne un outil qui peut aider l'enfant à pouvoir bien apprendre, ça devient plutôt maintenant un outil qui freine notre système éducatif. Parce qu'à la maison, les enfants sont plus concentrés sur le téléphone, plus concentrés sur la télé que d'être concentrés sur leur cahier. Pour éviter les désagréments, ces spécialistes préconisent l'instauration du numérique dans l'éducation de l'école primaire. Le numérique fait partie de notre vie quotidienne. C'est maintenant vraiment qu'il faut chercher même à introduire même l'enseignement du numérique depuis le primaire. Le numérique est présenté de nos jours comme un levier essentiel dans l'éducation pour la transformation du monde. Et puis l'occupation anarchique des voies publiques par des vendeurs ambulants devient de plus en plus préoccupante dans la ville de Sigiri. Chacun tente de trouver un espace pour exposer sa marchandise, entraînant souvent des embouteillages et des accidents. C'est un reportage signé Ousmane Sekondé, notre correspondant basé dans la préfecture. L'accès au marché d'Oliba de Sigiri est bloqué. Pour cause, les routes sont occupées par les véhicules garés anarchiquement et des vendeurs ambulants. Leur occupation illégale de la voie entraîne des accidents de la circulation. Comme Mamadi Kamara, de nombreux citoyens expriment leur mécontentement face à cet incivisme. Nous faisons face à un grave problème. Les véhicules et les vendeurs ambulants bloquent la route, rendant le passage presque impossible. Chacun se gare à sa guise, rendant l'accès du marché difficile. Et cela entraîne fréquemment des accidents. Plus loin, ces citoyens appellent les autorités à agir pour freiner ce phénomène.
afin de réduire ces comportements. Nous sollicitons les autorités pour qu'elles nous aident à dégager la route pour faciliter le passage. Il serait également judicieux de trouver un emplacement adéquat pour les vendeurs ambulants afin de prévenir les accidents. Nous espérons que les autorités prendront cela en considération. Kaba Keïta, de son côté, exprime son désarroi face au comportement incivique des vendeurs ambulants ainsi que des charretiers qui obstruent entièrement les passages. Les vendeurs ambulants et les charretiers ont envahi la route. Nous savons tous qu'avec la saison des pluies, les routes deviennent impraticables. Mais certains persistent à bloquer ces voies, causant des difficultés aux usagers. Nous faisons donc appel à l'autorité pour dégager la route et trouver un espace pour les vendeurs, ce qui nous soulagerait vraiment, car nous souffrons de cette situation. Bien que l'autorité communale ait émis de nombreux avertissements, on observe une augmentation des incidents. Cette situation incite l'autorité compétente à prendre des mesures appropriées pour garantir une circulation fluide et réduire le nombre d'accidents de la route. Je vous le disais dans les titres, savez-vous qu'à partir d'une fosse septique, il est possible de produire gratuitement du gaz de cuisine? C'est l'expérience innovante développée par Sekou Chinois Camara, formé en Chine. Il a mis au point une technique rare de plomberie offrant une durabilité d'au moins 50 ans avec un intervalle de 30 ans avant toute vidange. Depuis Dabola, Abdallah Camara est allé à sa rencontre. À première vue, cela peut surprendre. Une fosse septique capable de produire du gaz pour la cuisine. Et pourtant, c'est une réalité. L'expérience a déjà été testée à plusieurs reprises par Sekou Chinois. Un mécanisme ingénieux, une technique séduisante. Avec la fosse là, je peux faire les fosses en biogaz. Mais pour mettre en biogaz, nous mettons le carreau là-dedans. Nous fermons très bien. Nous plaçons le filtre. Le filtre là, ça va directement dans la cuisine. Dans la cuisine là-bas. Donc dès que ça va, vous allez chercher des réchauds en gaz. Donc, madame peut préparer le riz, la sauce. Bon, maintenant, l'eau traitée encore, là-bas, là, ça c'est l'engrais liquide. Là-bas, là. Les femmes peuvent prendre ça pour aller faire des jardins potagers. Ici, à Bangkok, Conakry, Kipi et à Cancan. Formé en 1978 en Chine, ce Guinéen surnommé Chinois a conçu un système à la fois économique, peu encombrant et multifonctionnel. Comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, les Chinois, ils ont pris ça comme l'appareil digestif d'un être humain. Dès que le déchet vient ici, ça tourne. Vous voyez, ça tourne là-dedans, très bien. Ça décompose le déchet et l'eau. Bon, dès que l'eau monte le niveau, ça vient directement dans le filtre. Ici, là. Dès que ça filtre ici, là, l'eau filtrée là, ça va directement dans le puits perdu. Dans le puits perdu. Donc, dès que ça vient là-bas, l'eau là, s'infiltre directement au sol. Donc, la vidange de ça, c'est 30 ans. Ça contient deux puits perdus. Le puits perdu de vidange et le puits perdu de filtration. Dans son Dabola natal, Sekou Chinois ambitionne désormais de reproduire cette expérience partout où le besoin se fait sentir. Pour lui, c'est une solution simple et durable pour protéger l'environnement.
Dans le reste de l'actualité, après plusieurs jours d'enquête, les autorités américaines ont enfin mis la main sur le présumé assassin de Charlie Kirk, figure emblématique du mouvement conservateur. Une arrestation qui relance les débats sur la sécurité des personnalités publiques et les motivations derrière ce geste tragique. Commentaire à Khadija Kaba. L'affaire Charlie Kirk connaît un nouveau tournant. Le FBI a confirmé l'arrestation de l'auteur présumé du tir mortel ayant coûté la vie au jeune leader conservateur lors d'un événement à l'université d'Utah Valley. Il s'agit d'un homme de 29 ans identifié grâce aux images de vidéosurveillance et à des témoignages recueillis sur place. Selon les premières informations, le suspect aurait agi seul. Une arme retrouvée lors de son interpellation serait celle utilisée dans l'attaque. Les motivations restent pour l'instant floues, mais les enquêteurs penchent pour un acte prémédité. Le FBI n'écarte pas la piste idéologique au vu du profil du suspect et de certaines publications retrouvées sur ses réseaux sociaux. Cette arrestation apporte un début de réponse à une nation sous le choc, mais soulève aussi de nombreuses questions sur la montée de l'extrémisme et la protection des figures publiques dans un climat politique de plus en plus tendu. Et pour finir, la guerre commerciale entre Pékin et Washington ouvre un nouveau chapitre en Afrique. Face aux sanctions américaines, la Chine redéploie ses échanges vers le continent où ses exportations explosent. En 8 mois seulement, Pékin a déjà dégagé 60 milliards de dollars d'excédent commercial et promet d'aller plus loin en supprimant les droits de douane pour 53 pays africains. Hawa Mansare. La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre la Chine a accéléré un mouvement déjà en place. Pékin regarde de plus en plus vers le sud. Résultat, l'Afrique est aujourd'hui inondée des produits chinois. Les exportations bondissent et la Chine empoche un excédent commercial record de 60 milliards de dollars à peine 8 mois, presque autant que sur toute l'année 2024. Pékin a compris l'importance de consolider ce marché et promet désormais de supprimer les droits de douane pour 53 pays africains. Un geste présenté comme un partenariat gagnant-gagnant. Au-delà des apparences, le déséquilibre reste flagrant. L'Afrique fournit toujours principalement du brut, alors qu'elle importe massivement des biens transformés venus de Chine, et le continent peine encore à bâtir ses propres filières industrielles. La rivalité sino-américaine en cherchant à se départager pourrait donc enfermer l'Afrique dans un rôle de consommateur et de fournisseur de matières premières plutôt que partenaire à part entière. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end en compagnie de KVTV. Au revoir.